L'amour harcelant de Elena Ferrante, chapitre 8. Je m'assis à même le sol et je commençai par la valise. Je l'ouvris, mais je ne trouvai rien qui pût, de près ou de loin, appartenir à ma mère. Tout était flambant neuf. Une paire de pantoufles roses, une robe de chambre de satin couleur poudre de riz, 2 robes jamais portées, l'une d'une teinte rouille trop étroite et trop jeune pour elle, l'autre plus discrète, bleue, mais courte assurément, 5 slips de bonne qualité, un beauty case de cuir marron rempli de parfums, déodorants, crèmes, produits de maquillage, démaquillants, elle qui ne s'était jamais maquillée de sa vie. Je passai au sac à main, j'en sortis d'abord une culotte blanche en dentelle, les 3 V bien visibles sur le côté droit et la finesse du dessin me convainquirent aussitôt qu'elle accompagnait le soutien-gorge que portait Amalia quand elle s'est noyée. Je l'examinai attentivement, elle avait un petit accroc au côté gauche, comme si elle avait été portée en dépit de la taille visiblement plus petite que celle qui aurait convenu. Je sentis mon estomac se contracter et je retins ma respiration. Puis je retournai fouiller dans le sac, avant tout pour chercher les clés de la maison. Naturellement, je ne les trouvai pas. Par contre, je trouvai ses lunettes de presbyte, 9 jetons de téléphone et son portefeuille. Dans le portefeuille, il y avait 220 000 livres, une somme considérable pour elle, qui vivait avec le peu d'argent que nous, les 3 sœurs, nous lui passions tous les mois. La quittance de l'électricité, sa carte d'identité rangée dans un étui de plastique, une vieille photo de moi et de mes sœurs en compagnie de notre père. La photo était abîmée. Ces images de nous d'il y a si longtemps étaient jaunies, traversées de fendillements, comme sur certains retables, les figures des démons ailés que les fidèles ont griffés avec des objets pointus. Je laissai la photo sur le sol et je me soulevai en luttant contre une nausée croissante. Je cherchai partout un annuaire et quand je l'eus trouvé, je regardai tout de suite à Caserta. Je ne voulais pas lui téléphoner, je voulais son adresse. Quand je découvris que des Caserta, il y en avait 3 feuilles pleines, je réalisai aussi que j'ignorais son prénom. Personne, au cours de mon enfance, ne l'avait jamais appelé autrement que Caserta. Alors je jetai l'annuaire dans un coin et j'allai dans la salle de bain. Là, je ne parvins plus à retenir mes hauts le cœur et durant quelques secondes, je craignis que tout mon corps ne se déchaînât contre moi avec une furie autodestructrice que j'avais toujours redoutée depuis mon enfance et qu'en grandissant j'avais cherché à dominer. Puis je me calmai. Je me rinçai la bouche et me lavai soigneusement le visage. À le voir pâle et défait dans le miroir, incliné sur le lavabo, je décidai soudain de me maquiller. C'était une réaction inhabituelle. Je ne me maquillais ni souvent, ni volontiers. Je l'avais fait jeune fille, mais depuis quelque temps, je ne le faisais plus. Il ne me semblait pas que le maquillage m'avantageait. Mais en cette occasion, il me parut que j'en avais besoin. Je pris le beauty case dans la valise de ma mère. Je retournai dans la salle de bain, je l'ouvris, j'en tirai un pot rempli de crème hydratante qui avait gardé en surface l'empreinte timide du doigt d'Amalia. J'effaçai cette trace d'elle avec la mienne et j'en utilisai à profusion.
Je m'appliquai la crème sur le visage avec ardeur, en me lissant les joues. Puis je recourus à la poudre et je me voilai opiniâtrement la figure. « Tu es un fantôme », dis-je à la femme dans le miroir. Ses traits étaient d'une personne sur les 40 ans. Elle fermait d'abord un œil puis l'autre, et sur chacun d'elles passait un crayon noir. Elle était maigre, aiguë, avec des pommettes marquées, miraculeusement sans rides. Elle avait des cheveux coupés très courts, afin d'en laisser le moins possible voir la couleur corvine qui, du reste, se décolorait pour finir, avec soulagement en gris, et s'apprêtait à disparaître à jamais. Je passai le mascara. « Je ne te ressemble pas, lui murmurai-je, tandis que je me mettais un peu de fard. Et pour ne pas être démenti, je cherchai à ne pas la regarder. C'est ainsi que, dans le miroir, je remarquai le bidet. Je me retournai pour comprendre ce qui me manquait à cet ustensile d'un vieux modèle, aux énormes robinets entartrés, et quand je le réalisai, je fus prise d'une envie de rire. Caserta avait aussi emporté avec lui le slip taché de sang que j'avais laissé sur le carrelage.